Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. On parle beaucoup aussi de phéromones aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années. Depuis les années 90. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça va avec ? Est-ce que ça rentre dans l'olfactif ou est-ce que c'est encore autre chose ? Cet intérêt pour les phéromones s'est un petit peu affaissé, mais dans les années 90, on s'est véritablement demandé si les humains, comme beaucoup d'animaux, pouvaient être contraints à des relations sexuelles par les phéromones, ces espèces de parfums que l'on émet à notre insu, que l'on ne sent pas nous-mêmes, mais qui nous contraignent à des comportements sexuels auxquels on ne peut pas échapper. Et a priori pas, je crois. La chienne en chaleur, par exemple, émet ces fameuses phéromones qui attirent à 4 km alentour des chiens mâles. Heureusement que pour les hommes... Alors, pour les hommes, il y a une part de liberté qui fait que l'on ne réagit pas de la même façon aux phéromones. Il est probable que nous émettons des phéromones, c'est ce que pensent les scientifiques à l'heure actuelle, mais elles ne nous contraignent pas à des comportements sexuels qui sont irrépressibles. Et la plus grande étude qui a été faite sur les phéromones, l'étude la plus intéressante qui a été faite sur les phéromones chez les humains, c'est celle de McClintock, une neurologue américaine, qui a montré que les femmes qui vivaient ensemble, au bout d'un certain temps, avaient des cycles menstruels synchrones. Absolument. Ce qui montre bien, elles pensent que c'est les odeurs dégagées par leur aisselle qui inconsciemment vont réguler le cycle du groupe. C'est vrai. Et moi qui ai la chance d'interviewer beaucoup de DRH en ce moment, d'entreprises, ils savent que c'est très compliqué. Alors maintenant, avec les open space, etc., c'est compliqué quand il n'y a que des femmes, parce que très souvent, effectivement, du coup, elles finissent par se régler les unes avec les autres. Et donc, il y a beaucoup d'absentéisme, mais d'un coup, alors c'était le cas avant Covid, etc., parce que effectivement, elles sont réglées tout en même temps. Et ça explique aussi, et on devait le savoir sans le savoir, à l'époque des harèmes, les femmes ne sont pas mélangées en réalité. Elles sont cloisonnées pour éviter ça, justement. Parce que sinon, ça ne servait à plus rien, évidemment. C'était tout réglé en même temps, ça n'avait plus de sens. C'est très intéressant. Ça, c'est génial. Je l'ignorais. C'est formidable. Et ça, c'est assez récent qu'on a compris ça. Ça, c'est très, très intéressant. Oui. Et donc, les phéromones ont une action, vous voyez. Bien sûr. Synchronisation des cycles menstruels. Mais de là à nous pousser à avoir une activité sexuelle avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi, c'est autre chose. Ouais. Les filtres d'amour, d'ailleurs, de l'époque médiévale, c'était un peu des parfums, quelque Ah part. Oui, c'était des parfums, bien sûr. Plus ou moins. Nostradamus, à la Renaissance, donne des recettes de filtres d'amour, ou entre le sang, d'ailleurs. Wow. Sang de chat, de pigeon, rose, musc, ambre. Et donc, il compose des parfums pour ses riches clients. Et donc, ces parfums, on s'en sert pour attirer l'amour de quelqu'un que l'on convoite. Cornelius Agrippa en faisait aussi beaucoup. Cornelius Agrippa, bien sûr. Nostradamus, bien sûr. Et ces deux médecins alchimistes s'intéressaient beaucoup au filtre d'amour. Et d'ailleurs, c'est le thème du livre de Patrick Süskind. Oui, le parfum. Le héros de Patrick Süskind, Grenouille, qui est né sans odeur et rejeté des hommes, parce qu'on ne peut pas le sentir au sens propre et figuré. Et pour s'attirer l'amour des hommes, il va capter les plus beaux parfums possibles, celles des cheveux et des peaux de belles jeunes filles vierges. Et donc, il est amené à tuer ces malheureuses jeunes filles pour capturer leur parfum. Il arrive à élaborer un parfum magnifique. Il s'en enduit le corps et l'effet est dévastateur parce que les humains se précipitent sur lui et le dévorent. C'est terrible, en fait, effectivement. Et donc, on voit combien le parfum est porteur de cet imaginaire d'attraction et de séduction qui va jusqu'à la catastrophe définitive, mais puisque Grenouille se fait disparaître à cause de son parfum. Exact.
Il y a aussi de nombreux mythes qui vont au parfum à la séduction à travers l'histoire. Je pense notamment au coup de foudre que Henri II a eu pour Marie de Clèves. Ah oui, bien sûr, avec sa chemise qui était imprégnée de sueur. Oui, et on retrouve ça dans toute l'histoire. Napoléon qui demande à Joséphine, lui aussi, lui demandait de ne pas se laver. Absolument, oui. Et donc, ça parcourt toute l'histoire. Mais toutes ces notations sensuelles du parfum ont, comme je vous le disais tout à l'heure, détourné les scientifiques de s'intéresser à l'odorat. On a aussi je me souviens, Madame de Maintenon, je crois, qui, sur la fin de Louis XIV, qui était une infection absolue, puisqu'il y avait la puanteur, il était très malade, il avait la gangrène, il y avait la totale. Elle ouvrait les fenêtres quand il venait dans sa chambre. Oui. Et même malgré le fait qu'on soit en plein mois de décembre, il faisait moins 40. Mais elle était très frileuse en plus. C'est ça, oui. Et elle avait beaucoup souffert du goût de Louis XIV pour l'aération de Versailles. Il ouvrait les fenêtres et elle avait toujours froid. En effet, oui. C'est une horreur. C'est pas un mythe, Versailles qui sentait mauvais. C'était pas un mythe parce qu'il n'y avait pas de toilette. C'est ça. Il n'y avait pas de toilette. C'est fou. C'est fou quand pour une époque si raffinée, la ville de Versailles sentait très mauvais. On a des témoignages de la belle-sœur de Louis XIV qui raconte que les abords de Versailles sont affectés par les mauvaises odeurs. C'est une puanteur. C'est une puanteur, oui, c'est vrai. Les courtisans se soulageaient derrière les rideaux, vous voyez. Donc on peut imaginer ce que ça représentait. C'est une époque assez incroyable. On devrait refaire ça à l'Élysée. Alors, à la fois, c'était très raffiné et il y avait une tolérance vis-à-vis de l'excrément et des déjections humaines qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et on imagine les maladies derrière. Oui. Et on avait peur de se laver à l'eau aussi. Alors, on avait peur de se laver parce que depuis 1348, les médecins parisiens ont décrété que l'eau était dangereuse parce qu'elle ouvrait les pores de la peau. C'est ça. Et que les mauvaises odeurs pouvaient s'infiltrer dans le corps par les pores de la peau et corrompre les organes. Et donc apporter des maladies. Et il va falloir attendre en France la seconde partie du XVIIIe pour qu'on recommence à prendre des bains. Et on le voit avec Marie-Antoinette, des tableaux connus où on la voit dans sa baignoire. Napoléon prenait des bains très chauds d'ailleurs. Oui. Qui du coup ouvraient les pores de la peau. Et Napoléon utilisait beaucoup l'eau de Cologne, notamment sur les champs de bataille. Il en avalait, il s'en frottait tout le corps pour se prémunir des maladies. L'eau de Cologne a été un médicament au départ. C'est incroyable ça. Ça devait être terrible à boire. Déjà à sentir c'est dur, mais alors ça devait être horrible. Et après on s'étonne qu'il ait des problèmes d'estomac. Ah c'est vrai, vous avez raison. Il avait peut-être bu trop d'eau de Cologne. Quelque chose qui ne va pas. Et comment est-ce que les rois se parfumaient à l'époque ? Avec quoi ? Alors quel roi ? De quelle époque ? Il me semble que Louis XIV aimait beaucoup le musc. Alors Louis XIV a beaucoup abusé des parfums. Il demandait à ses parfumeurs de lui composer des parfums pour ses maîtresses et pour lui-même. Il en a beaucoup abusé, des parfums notamment qui contenaient du musc, de l'ambre. Et à la fin de sa vie, il était devenu allergique aux parfums parce qu'il en avait trop abusé et il ne pouvait plus supporter que l'eau de fleurs d'oranger. Plus doux. Voilà. Mais les rois et les reines, selon les époques, ont utilisé, par exemple, à la Renaissance, l'eau fine et très odoriférante, où on trait du benjoin, un produit qui arrive d'Asie dans la parfumerie à la Renaissance, après les expéditions de Christophe Colomb, Magellan, Vasco de Gama. Donc, il y a beaucoup de parfums au benjoin à la Renaissance. C'est un produit qui sent un peu la vanille. Au XVIIe, évidemment, les parfums musqués, ambrés, les senteurs animales, civettes, sont très appréciés. Et après la mort de Louis XIV, ces parfums vont être un peu rejetés par l'aristocratie qui réclament des senteurs plus légères. L'eau de Cologne, notamment, qui est faite avec des agrumes, orange, cédrat, citron, romarin, thym, vous voyez, des odeurs plus légères.
Et donc, les senteurs animales sont bannies après la mort de Louis XIV. Et aujourd'hui, il y a énormément de parfums, il y a tout un marché qui a explosé. Aujourd'hui, toutes les familles de parfums existent, mais il faut bien se dire que certains ingrédients aromatiques ne sont plus présents, notamment le musc, l'ambre, la civette n'existent plus dans les parfums. Ils sont remplacés par des produits de synthèse qui n'ont pas la même odeur, en fait. Mais là où on retrouve une odeur animale dans les parfums aujourd'hui, c'est grâce au oud.